Bonsoir à tous. Voilà, on est ensemble pour la dernière rencontre de la journée, je crois. Oui. Donc l'Antipasti avec Paz Boira, qui est en résidence à Maison Fumetti depuis avril et jusqu'à mi-juillet. Voilà. Donc on va faire un petit panorama de son œuvre en suivant un peu les contraintes, enfin en suivant même complètement les contraintes de l'Antipasti, dont c'est, je ne sais pas combienième épisode, mais on en est à plus de 50, je Non, je crois pense. 49, quelque Bon, chose comme ça. presque, ok. Et donc on va commencer par une petite présentation générale, les œuvres de jeunesse, la mise en bouche, ensuite vraiment l'œuvre plus approfondie et puis la méthode de travail. Les mignardises qui sont un peu les travaux qu'on ne peut pas découvrir en librairie. Les inédits, les fanzines, et puis éventuellement les travaux de commande qui sont moins disponibles. Et puis enfin, le futur. Voilà, les projets à venir, à apparaître, etc. Donc toi, tu es espagnol, même si tu parles parfaitement français pour avoir vécu longtemps en Belgique, mais aussi à Berlin. En France Et aussi. en France aussi, 10 ans, d'accord. quand même. Ah oui, 10 ans. 6. Ok. Tu as publié presque essentiellement, en tout cas tous tes livres en tant qu'autrice chez Frémoc, que tu as cofondé. Oui. Et je le précise parce que moi je connais Frémoc depuis longtemps, mais je n'avais pas forcément idée que tu faisais partie de l'équipe de départ. 92. En 92, Ouais. voilà, qui s'appelait Fréon. Ouais, 92, j'étais donc encore à l'école Saint-Luc à Bruxelles, la même école d'où sont issus mes co-éditeurs, mes collègues, amis, Thierry Van Hasselt, Vincent Fortan, Jean-Christophe Long, les frères Deprez, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais rien publié, mais j'étais quand même là et on travaillait tous dans le même atelier. Ouais. D'accord. Donc voilà, les quatre livres où tu es à la fois dessinatrice et scénariste, qui sont tous muets, pratiquement. Ouais. Il y a quelques mots qui se baladent de temps en temps, mais voilà. Et puis il y a un autre livre dont on va parler aussi, que tu as co-écrit, co-dessiné avec une personne... voilà, un artiste du centre de jour, l'AS. Voilà, suite à une résidence, Ouais. et on y reviendra. Ouais. Donc on va commencer par la mise en bouche, les œuvres de jeunesse. Tu nous as partagé généreusement des choses plus anciennes. Ta première BD, c'est ça, donc qui date de quand à peu près? J'étais à l'école, c'était mes toutes premières planches, j'étais en 94, je crois. Alors tu me disais, quand on échangeait autour de cette rencontre-là, qu'à 14 ans, tu étais allée à Arles avec l'idée de faire une école de photographie. Ouais. Et que finalement ça n'a pas abouti. Je parlais pas français à 14 ans et ils n'ont pas voulu de moi. J'ai dévié vers le dessin. Mais tu es quand même revenue dans un pays francophone pour faire 2 écoles. Ouais. Donc tu as fait après une année ou 2 aux Beaux-Arts de Valencia. Ouais. Tu as fait ensuite la Cambre. Une année à la Cambre aussi. En gravure. Et on verra aussi que c'est une technique que en tout cas dont ton travail va garder des traces, je trouve. C'est vrai. Et puis un cursus à Saint-Luc, à Bruxelles, en bande dessinée. Oui. Et donc c'est là aussi que tu rencontres une bande de gens avec qui tu vas partager cet atelier. Voilà. Tous ceux que j'ai nommés, les fondateurs du Frémoc, Fréon à l'époque. Ouais, ces mêmes personnes-là. Et justement, quel souvenir tu gardes de ces années-là? Est-ce que y a un prof en particulier, ou une prof, un chef d'atelier les profs d'atelier n'étaient pas particulièrement marquants. Ils avaient vraiment un problème avec les femmes et en fait ils faisaient le tour et ils nous évitaient, les 3 filles qu'on était en classe, et quand c'était notre tour ils faisaient comme ça, ils venaient pas voir notre travail. Donc mais par contre le prof de dessin modèle nu et le prof de scénario étaient super.
Et ça m'a quand même bien marqué. Ouais. Mm. Donc à l'atelier, j'avais pas de super notes spécialement. J'étais pas. Ouais. Mais en dessin, modèle nu et scénario, j'avais des bonnes notes. Et puis on sait aussi que voilà, les promos dans lesquelles on évolue, elles sont aussi importantes, voire plus importantes parfois que l'enseignement qui est dispensé. Ouais. C'est aussi une manière de se faire grandir mutuellement, de s'inspirer, de s'aider, de s'épauler. Ouais. Se déconstruire aussi, de désapprendre tout ce que j'ai cru qu'il fallait faire pendant des années. Ouais. Voilà, Parce que tu fais la BD, tu dois faire ça, ça et ça. Mais bon, ça prend du temps d'oublier ça. Oui. Les mandats. Alors oui, justement, alors là, je passe une gravure, une bande dessinée tout en gravure, pointe sèche. C'est aussi un travail d'école en point sèche sur trois personnages qui montent une montagne, qui grimpent une montagne et qui... Sur le chemin, il y en a 2 qui désistent, c'est trop fatigant, c'est trop dur, il y a le vent qui leur empêche d'avancer. Il y en a juste un qui arrive au sommet. Et c'est là où il enlève son masque. Et là, il demande au vide, que dois-je faire? Il a juste l'écho qui revient avec la même question. Ça s'arrête là. Bon. Mais il y a déjà la figure de l'animal qu'on va retrouver beaucoup vrai. dans ton travail, qui est présente là sous forme de masque, mais il y a quand même cette symbolique-là. Ouais. Et puis de petits décalages aussi avec la réalité, de surréalisme. Alors là, le temps a un petit peu passé et on voit aussi, surtout sur la dernière planche, des similitudes avec, avec ton premier livre, en tout cas, je trouve, avec les chevaux, là surtout sur celle que je suis en train de montrer, celle de droite. Je trouve dans un... Alors là, je ne sais pas quelle technique tu as utilisée, si c'est de la graphite ou si... C'est crayon négro sur Codatras. C'est un truc très spécifique. Codatras, c'est le film qu'on utilise pour faire... c'est pas pour la sérigraphie? Un film plastique, c'est ça? Ouais, c'est un film plastique qui est à la fois très poreux. Donc, le crayon négro est un peu gras. Donc ça reste... et on peut aussi le stamper. D'accord. Ok, donc tu travailles sur ce film plastique et puis tu le fais bouger, fais bouger un peu la gratter, matière. On peut aussi gratter, on peut aller beaucoup en arrière, en avant. C'est assez malléable. Quand je t'ai demandé un petit peu tes références, alors peut-être pas quand tu étais à l'école, mais en tout cas plutôt dans les premières années, tu m'as parlé de cette revue. Ouais. Ça m'a paru intéressant de la montrer parce que ça fait pas partie de notre culture graphique. En tout cas, voilà, peut-être que c'était... on voit, celle de droite, c'est un illustrateur anglais, c'est Anthony Brose, je crois. Je sais pas. Il y a plein de revues qui sont passées. Toi, c'est des revues qui t'ont permis aussi de voir à quoi ça pouvait... Je les ai pas découvertes au moment même parce que j'étais trop petite et j'étais pas à Madrid. J'étais pas dans le milieu quand c'est sorti, mais c'est vrai que je les ai découverts après avec Raoul, quand il est venu faire une expo. On verra une image de lui après, parce que c'est quand même une œuvre, El Roto. Voilà, Raoul a fait presque c'est la seule BD qu'il a fait. Je crois qu'il en a une deuxième, mais il a abandonné parce que c'était un travail colossal. La manière dont il travaillait, c'est beaucoup trop... prenant, et bon, il s'est limité à faire de la presse pour El País pendant des années. Mais en tout cas, quand il est venu exposer à Bruxelles, c'est une des expos de ma vie qui m'ont plus impacté. J'ai pleuré devant les planches, et je crois qu'il liait encore quelque part dans sa manière de traiter la couleur et les personnages et les espaces. Et puis El Roto, c'était juste avant quand même un illustrateur de presse assez impressionnant, espagnol aussi, qui utilise vraiment des moyens très simples pour en dire beaucoup. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose que je cherche. Oui, c'est vrai que moi, je ne connaissais pas son travail. C'est un travail assez intemporel, puisque je ne sais plus de
Quand ça Il date, fait mais- partie de la movida madrilène des années 80, post-dictature, de la dictature. Et il y est encore, il est actif, ça vieillit pas. Je trouve que c'est un travail qui prend pas l'âge, quoi. Ça, oui, ça va aller pur aussi, Ouais, donc ouais. ouais, tout à fait. Et très politique aussi. Et très politique. Et très poétique. Tout à fait. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouvera dans ton Ouais. travail. J'ai choisi aussi de mettre dans les œuvres de jeunesse cette première publication, Oui. peut-être, première grosse publication. Alors moi, c'est un livre que j'ai pas découvert en l'an 2000, mais quelques années après, parce que je lisais pas de bande dessinée à cette époque-là, mais c'est un livre assez collector, qui était un pavé vraiment de l'association avec pour but de publier des auteurs-autrices en BD du monde entier. C'était un appel qui était ouvert à tout le monde, en fait, professionnels comme étudiants, il n'y avait pas de critères, en tout cas de carrière. La contrainte, c'était de proposer des planches en noir et blanc, muettes, pour pouvoir aussi que les livres puissent voyager. Et il y a plus de 300 auteurs-autrices dedans. Voilà, ça a été quand même un ouvrage très important et qui montre vraiment là où on était en BD indépendante, puisque c'est un livre qui a été publié par l'association, donc je pense qu'il y avait quand même des critères de sélection qui allaient plutôt vers d'autres formes de narration, d'écriture graphique, etc. Toi, ça a dû être assez important pour d'être sélectionné dans ce livre-là. C'est pratiquement contemporain des livres Frigobox, c'est les toutes premières revues qu'on a publiées au sein de Fréon. Donc j'étais déjà en train de surfer sur des tout petits récits comme ça publiés. Donc, mais c'était quand même l'ASSO, c'était l'association, c'était un peu nos aînés. En fait, c'est quand même pour nous, c'était les grands, quoi. Pourtant, c'était Fréon et Amok étaient nés en même temps, au tout début des années 90. On est un peu plus jeune que les gens de l'ASSO. Ouais. Un an peut-être. Non. Tu chipotes. Non. Un peu plus. Bon, moi peut-être. Ok. Ouais. Et Frigobox, donc c'est pour replacer, c'est la revue. C'était la revue de Fréon. Ouais, Frigobox. Frigobox, ouais. oui. C'était la revue de Fréon, ouais. Et qui a publié pendant longtemps. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de numéros? Est-ce que c'était publié 6, genre. Il y a 6 numéros, mais c'était presque un numéro par an ou deux par an maximum. Ouais. Donc c'est les premières publications, ça doit être entre 94 et 96 en gros. Quoi. Ouais. Comme en même temps le Cheval sans tête du côté d'Amok. Et de fait, Amok et Fréon ayant fusionné début 2000, ça a donné Frémok. Mais il y a le même parcours et les mêmes personnes presque dedans. On voit que Raoul, qu'on voyait tout à l'heure, a été publié chez Amok à ce moment-là. Ouais, le Cheval sans tête aussi, j'ai publié aussi. En étant à l'école, j'ai publié l'histoire avec les marins, là. Dans le mec dans le phare et les femmes de marins au port. Là. D'accord. Il y a quelques planches aussi, là, mais... Ouais, c'était le Cheval sans tête que je cherchais le nom l'autre jour. Ils ont fait un numéro sur Marseille, ouais. Oui, c'est ça, oui. Alors ça fait partie... C'est vrai que tu m'as partagé pas mal d'œuvres de jeunesse et comme il y a déjà beaucoup à dire sur tes livres, j'ai fait un petit tri, mais on aurait pu avoir 3 fois plus d'images. Mais voilà, je ne voulais pas vous noyer sous les images. Et justement, on avait parlé peut-être de projeter le film qui a été fait d'après ces planches-là. On le tente on en peut le live. tenter. Voilà, on a quelques secondes. Des petits soucis techniques, voilà, mais on va si le ça tenter. ne fait pas tout exploser, Non, mais je pense comme le pas. micro tout à l'heure. Hop. Ah, très beau. Alors, où va-t-on? On va où? On va le chercher où? Ça doit être tout en bas. Petite parenthèse, voilà. Observez-moi galérer avec un ordinateur et un trackpad. Il n'est pas venu. Tout en bas. En bas. Ok. Ah oui, Ah, MP4. Ouais, je me trompe peut-être. Ok.
Il n'y a pas de son. Ah oui, le son va pas pouvoir sortir parce qu'il est branché. Ah bon, voilà. C'était important le son? C'est beau. C'était toi qui jouais? Mais c'est quand même muet. Non, c'est un copain qui a fait le son. C'était beau, c'est beau ce qu'il a fait. Bon, on pourra l'écouter après. Ouais. On peut le refaire à la bouche. Bonne suggestion, Benjamin. Ouais, je l'ai fait avec Yann le Yafotek, un ami d'origine breton, justement. On a fait Comme son nom ne l'indique pas du tout. On l'a fait en résidence à Toulouse. Et, donc avec des moyens de bord, très, très basiques. C'est très... Comme ça. C'est très... comment? Expérimental, peut-être. L'animation est très bancale, mais c'est ça que j'aime, en fait. Et c'est venu d'où, du coup? C'était une proposition de résidence. Ouais. Est-ce que, voilà, comment il y a eu l'idée de transformer cette bande dessinée en petit film d'animation? J'ai proposé cette BD pour faire le film. Yann était d'accord et on a fait le reste ensemble, les personnages et l'animation. Et ça vous a pris combien de temps? Je sais pas, quelques mois. Ah oui. On allait, on revenait, hein, on n'était pas là tout le temps. Ouais. Ah voilà, donc là on reconnaît ce personnage. Ouais. C'est l'histoire de point de vue. Enfin, ça parle de ce que l'on voit et l'autre voit à son tour, mais comme une espèce de mise en abîme comme ça, voilà. C'est un peu ce qu'on peut retrouver dans tous tes livres, en fait. Ah ouais? Ce changement de point de vue, Ah oui, je trouve. peut-être, je sais pas. Mais après, c'est pas du tout... Enfin, Ouais. c'est un thème riche. Il y a assez pour faire toute une carrière, Ouais. mais en tout cas, ces différents points de vue qui se mélangent et qui se confrontent et qui... Voilà, j'ai l'impression de le retrouver dans plusieurs de tes livres. Je pense que celui-ci, c'est l'heure et autre nourriture, vient parler un peu de ça aussi. C'est l'heure, déjà le titre, non, les tromperies. Parce que dans le point de vue, il y a une espèce de... la subjectivité est complètement aléatoire. Enfin, la réalité est aléatoire de tant que ça soit toi qui la regarde, toi ou moi. Donc on va passer directement à celui-là. Ce livre-là, qui n'est qu'une série d'analogies, de vis-à-vis, des images en vis-à-vis, avec des tensions entre les deux images, et c'est des images qui se répondent. Oui, alors c'est un livre qui est... On ne le fait pas de manière chronologique, mais c'est bien. Enfin, voilà, il y a la place pour ça. Ouais. C'est un livre, c'est ton deuxième livre chez Frémoc, en tant qu'autrice, toute seule, qui s'appelle C'est l'heure et autres nourritures. C'est paru en 2008. Et ça reprend vraiment la forme d'un missel. C'est ce que tu voulais, livre de prière, livre qui d'indique presque un mode d'emploi pour prier. Ouais. C'est en 4 tons. Rouge, 3. Bleu, vert. Non, 3. Voilà. Et voilà, c'est vraiment... Moi, j'ai l'impression que c'est un mélange entre images très triviales, très quotidiennes, et puis des images plus mystiques. Voilà, il y a des références très fortes à la religion, mais c'est aussi une manière de s'en écarter, de faire un pas de côté, justement. À la religion et à la politique, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des images d'actualité, je pense, qui sont reprises. Il y a le Parlement européen, il y a des images du Parlement où c'est que des hommes, et puis elle qui parle. Et quand elle parle, comme si les mots revenaient. Mais il y a le sous-marin encore, il est partout. Le sous-marin, notez bien le sous-marin. Ouais, c'est un peu obsessif, le sous-marin. Quel est le point de départ de ce livre-là? Est-ce que tu avais un chemin de fer précis, ou est-ce que tu avais un ensemble d'images et que tu as ensuite organisé à la fin? Ah oui, en fait, ce livre a commencé en collaboration avec quelqu'un et ça n'a pas marché. Et c'était son histoire à lui, c'est son scénario. Et ça a commencé avec une femme qui repassait du tissu rouge. Donc il y avait un côté érotique comme ça dans les pliages. Et
la collaboration s'est arrêtée au tout début et j'en ai gardé que les plis des tissus. Et d'ailleurs, il est nommé à la fin du livre. Mais c'est juste comme toujours, c'est une image amène l'autre, une enclenche l'autre. Et je ne sais pas ni où je vais, ni quand ça s'arrête. Je savais juste que je voulais 3 chapitres avec 3 monochromes. Je voulais que ça parle de l'origine du monde. Je voulais que ça parle... Il y a Courbet dedans. Et justement, cette galaxie-là, en bas, là, la rouge, je l'ai trouvée en cherchant sur Internet des galaxies quelconques. Mais celle-là, je ne l'ai pas retrouvée, le document, mais elle s'appelle Vagina ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment... la synchronicité pure. Oui, parce que tu t'amuses aussi, et ça, on le retrouve quand même dans plusieurs de tes livres, avec des changements d'échelle, de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, et justement parfois une manière de prendre de la hauteur et de regarder finalement à une distance équivalente des choses qui sont pas souvent mis en lien. Oui. Et voilà, finalement, il est très ouvert dans sa narration, ce livre-là. On y pioche un peu ce qu'on veut et là où on en est. Voilà, c'est aussi le point fort de la narration muette. Et je crois que c'est quelque chose qui... alors, tu me disais que c'était aussi quelque chose que tu avais pris presque par contrainte. Fait, voilà, tu me disais que le fait d'habiter dans un pays avec une langue étrangère aussi, t'avais aussi peut-être mené à cette narration muette. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as conservé autrement que pour ça, puisque tu parles très bien. Mais tous les choix qu'on fait, je pense, sont un peu un mélange d'une adaptation de ce qu'on peut faire et de ce qu'on veut faire. Et bon, c'est vrai que maintenant, je m'y mets avec le texte, et ça me plaît. C'est un grand plaisir d'écrire, mais ça m'a pris du temps de me sentir à l'aise à l'écriture. Et j'aime aussi que chacun puisse et chacune lire mes livres en partant d'une idée comme ça, et que chacun et chacune fasse sa lecture. Mais dans ce principe de... moi j'appelle ça penser en escalier, mais en tout cas une idée qu'en amène une autre, un dessin qu'en amène un autre. Comme tu disais, Julia, on peut être dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand en 2 pages, parce que tu fais des liens graphiques de dessin, comme on ferait des liens musicaux, par exemple, dans un mix. Dans tes 2 premiers livres, C'est l'heure et autres nourritures, et puis... et parfois... Non, encore un exemple où la vie est comme ça. Tu pousses vraiment ces enchaînements-là, là où ensuite, dans les suivants, il y a cette même logique d'enchaînement, mais elle est plus elliptique, et il y a plus des confrontations d'images que des enchaînements d'images. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Mais c'était cette manière d'avancer, comme tu disais, presque en improvisation. Tu sais pas où tu vas, sauf qu'à un moment, quand même, tu t'arrêtes. Donc, ça veut dire qu'à un moment, tu te dis, là, c'est bon, il faut s'arrêter là, il faut surtout pas en rajouter. Ou est-ce que tu vas un peu trop loin et tu retranches ensuite, tu retires des pages ? Il y a beaucoup de ratures. Donc, en travaillant comme ça, évidemment, on écarte énormément d'images, on rajoute, on revient sur ce qu'on avait jeté à la poubelle. Enfin, c'est un mouvement comme ça, en avant, en arrière. Ouais. Ça, c'est... Je me permets de revenir en arrière, parce que tu l'as évoqué, Henri, mais voilà, ça, c'est ton premier livre. C'est ça, le découpage encore un exemple où la vie est comme ça. Voilà. Tu utilises souvent des citations pour tes titres, j'ai l'impression. C'est une phrase de Denis Roche, un poète français des années 50-60. Je sais pas. Le mouvement, je ne le connais pas. Mais en tout cas, les autres, c'est des titres à moi. Je les ai trouvés en faisant le livre. Et donc, justement, ce livre... c'est de toutes petites images, comme disait Helge. Moi aussi, je fais comme des timbres. Et les originaux aussi, je les ai faits comme des timbres. En fait, ils sont 6/8. Même pour ce livre-là. Ouais. Okay. Mais on a décidé de les agrandir pour l'impression, chose qu'on regrette un peu, parce que pourquoi pas, on aurait pu les garder dans le format originel. Alors,
Ouais. Je me suis demandé, moi, la technique, c'est vrai il y a un côté gravure presque avec voilà le contour de la feuille de papier qui peut aussi faire penser à la plaque. Ouais. Mais effectivement, je comprends mieux. Et puis l'aspect gravure, ça vient du grain, non? Du grain, oui, voilà, du scan en très HD. C'est un livre qui parle d'un couple et qui part très vite dans un ensemble de métaphores et de visions, voilà, qui illustrent aussi leur dynamique en tant que leur danse est plus ou moins harmonieuse, plus ou moins voilà. Leur distance, leur proximité, ouais. Et donc il y a comme ça on le voit en fait dans ton découpage qui est quand même assez précis. Finalement, on retrouve quand même presque tout le livre de manière assez précise. Il y a pas mal de jeux de changement d'échelle. Voilà, il y a beaucoup d'eau. Voilà, je trouve que c'est un livre assez sensuel aussi avec la figure du poisson qui va les frôler. Et puis en même temps, il y a quelque chose de lourd aussi entre eux dans leur manière de se montrer l'un à l'autre. L'un devient tout petit dans cette assiette. Tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Ça se termine. Alors j'ai pas les images dans ce PDF, mais ça se termine vraiment dans un sombre. On voit vraiment on devine juste leur figure. C'est une qui carte, contraste. Après la sombre, oui, alors la dernière image est une carte, mais juste juste avant, on est vraiment dans la pénombre et on distingue juste leur visage, alors que là, on est tout le temps en pleine lumière, presque en surexposition pendant tout le livre. Donc c'est une fin très, très ouverte et puis une carte qui est presque un aveu d'échec de cette chacun union, dans son pays. Ouais, chacun dans son pays, voilà. Chacun de son continent. Et en même temps dans la même mer, quoi. Ouais. Ce livre-là, il est dans la même collection que plusieurs autres, et je ne sais pas si c'est exactement... Est-ce que tu l'as travaillé comme, par exemple, Souvenir d'une journée parfaite, qui est vraiment dans le même format, noir et blanc, avec rabat. C'est la même et moi, j'avais lu que ces livres... donc, il est sorti un peu avant, celui-là, puisqu'il est sorti en 2004, je crois. Chez Frémoc aussi. Le mien, oui. Dominique, peut-être un peu avant. Encore, ah oui, donc peut-être voilà, de 2000 ou un truc comme ça. Et ce livre-là parle aussi. Finalement, moi j'avais aussi trouvé des similitudes dans l'utilisation du noir et blanc, dans le muet, dans la page qui est construite souvent comme ça, découpée en deux cases. Je sais que Dominique Goblet, elle l'a fait en résidence, ce livre-là. En tout cas, il a été initié en résidence. Est-ce que c'est le cas aussi de... C'est ma première résidence, maintenant, celle-ci. Ah oui, d'accord. Je n'en ai pas fait d'autres. D'accord. Non. Okay. J'ai fait ça à la maison, quand j'habitais dans les PO, dans les Pyrénées-Orientales. Okay. Encore un exemple. Parce qu'il y a ce livre dont on va parler... Celui-là. Ouais, enfin ça c'est vrai, c'est une résidence, mais c'est des 3 semaines, c'est une résidence très courte. Oui, donc finalement ça a été l'impulsion. Donc ce livre qui s'appelle Nos terres sombres et que tu as fait avec Rémi Pierlot, vraiment à 4 mains, puisque tout est, il n'y a pas, enfin toutes les pages sont dessinées vraiment à 2. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre-là, déjà dans quel cadre il s'inscrivait, puisque ton co-auteur a un handicap mental. Ouais. Voilà. Alors, il s'agit des livres que l'on publie avec Frémoc et l'AS, Grand Atelier, qui est un centre de jour dans les Ardennes belges. C'est un centre de jour qui accueille une quarantaine de personnes porteuses d'un handicap mental et qui travaillent chacun dans sa discipline, dans des conditions de rêve, que ce soit la peinture,
les sculptures, le travail textile, la musique, la gravure. Et remis, quand je suis arrivée, on a connecté tout de suite parce que lui aussi, il est très fan de la nature. Il se balade tout le temps dans la forêt et il fait des photos. Donc, il avait une boîte remplie de photos qu'il avait prises de ses balades. Et du coup, j'ai amené les animaux aussi. Et on a commencé à construire un récit à deux, sauf qu'à un moment donné, lui, je voyais qu'il n'était pas très à l'aise avec les décisions. Il disait toujours oui à tout. Du coup, j'ai un peu guidé la partie scénaristique, mais c'est vrai que les images sont complètement faites à deux. Et ça a changé ma vie, cet échange-là avec lui. À partir de là, je suis rentrée en Espagne et puis j'ai voulu me former. Enfin, je voulais créer un LAES en Espagne, un centre similaire, chose qui n'a pas été possible. Et je me suis formée en art-thérapie aussi un peu en me disant que je pouvais, avec ça, avoir plus de chances pour trouver du travail là-dessus. Similaire, quoi, être animatrice en milieu du handicap, mais ça, c'est pas fait. Sur ce travail à deux, c'est vraiment tout le temps à deux ensemble sur la page, vous intervenez sur le dessin de l'autre, tu peux à peine distinguer maintenant qu'est-ce qui est ta partie de qu'est-ce qui est la sienne? Si, je peux. Très bien. On n'était pas comme ça sur la même feuille. J'imagine. Mais on s'est échangé les dessins. Ouais. Quand il finissait, ou l'un finissait, l'autre, on se passait. C'est des monotypes, parce que lui travaille exclusivement en monotype. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est, que le monotype, c'est une technique de gravure qui ne demande pas de presse. Et il n'y en a qu'un, une seule impression. Et voilà. Et ça parle pas mal de terrier, justement. Quand on a reçu la proposition de faire un terrier, j'étais toute contente. Parce que c'est aussi une de mes obsessions, de créer une histoire qui se passe sous terre. Et la figure de la grotte, on la retrouve aussi, tout le temps. Y compris dans ton... Oui, les animaux de distance. Oui, dans les animaux de distance, et puis même dans le livre sur lequel tu vas travailler, enfin, que tu travailles ici. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Oui. Mais c'est aussi une manière de nous relier à une humanité très très ancienne. Oui, je vais commencer à parler de l'origine du mal. On est dans une grotte, 300 000 ans avant Jésus-Christ. Mais c'est vrai que puisqu'on parlait des thèmes et l'arrivée de l'animal de manière plus flagrante dans tes livres, c'est finalement dans cette collaboration avec Rémi. Et ensuite, les animaux vont avoir de l'importance dans le certes bien nommé Les animaux de distance et dans Malgré une fin proche, donc les deux livres suivants. Alors que dans les deux premiers livres qu'on a cités, tu étais vraiment sur des questions intimes. Il y avait une forme d'animalité ou parce qu'on est des animaux, tout simplement, mais c'était quand même très centré sur l'humain, sur les rapports de couple. Oui. Et là, ça serait comme une ouverture, finalement, cette résidence. Tu dis, elle a changé ma vie à plein d'endroits. Peut-être aussi dans la manière dont tu approches une compréhension du monde et donc comment ça se retranscrit dans tes pages, c'est-à-dire une ouverture à un peu plus que soi-même et un peu plus que même juste l'être humain. Ouais, d'ailleurs, les animaux de distance, c'est un peu un chant, une allégorie à l'autre. Qu'est-ce que c'est que l'autre en tant qu'étrangeté, animal, autre, avec un grand A. Et j'ai voulu creuser, investiguer là-dedans, voir quelles sont les possibles pistes graphiques et sémantiques aussi dans cette quête étrange et difficile. Cette couverture m'a toujours fasciné parce qu'on est animal, on est avec les animaux, là, on regarde dans le même sens. Ouais. Il y a l'aigle qui nous jette un œil mauvais, mais on est vraiment au même endroit, en fait, pas en observation lointaine, pas dominant. Ouais. Il y a des vis-à-vis dans ce livre, des vis-à-vis vraiment horizontales, non, entre l'animal et l'humaine. Oui, il y a quelques images couleurs dans ce livre, mais il est principalement fait en noir et blanc, en graphite, c'est ça ? Oui. Et il y a des images très travaillées, et sur la fin du livre, par contre, des images beaucoup plus... juste un trait, presque surexposé,
parce qu'il y a eu transformation du personnage aussi, on peut peut-être parler de l'histoire de ce livre. Ça commence par une rencontre. C'est ton double de fiction. En tout cas, moi, je te reconnais, mais peut-être que c'est... Ouais. Et tu es au volant d'une voiture et il y a ce lièvre qui... et il y a un regard entre vous deux. Et là, c'est vraiment le moment où tu vas chercher, en fait, à prolonger cette rencontre. Et tu vas, à la manière d'Alice au Pays des Merveilles, qui est une référence très évidente... inconsciente, mais évidente. C'est vrai, parce que tu l'as illustré aussi. Je l'ai pas mis dans ce PDF, mais tu as illustré aussi. En tout cas, tu as travaillé sur Alice au Pays des Merveilles. Et il y a comme ça toujours ce questionnement de, effectivement, de cette distance très construite entre l'homme et l'animal, et tu la questionnes de manière très très fine. Et c'est plutôt, c'est vraiment, je trouve que le dessin là illustre vraiment cette recherche de contact sans vraiment y parvenir, sans vraiment arriver à se saisir, à avoir le même tempo. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du point de départ de ce livre ? Est-ce que c'est une expérience vécue ? Est-ce que c'est une photo ? C'est des rêves. C'est des rêves dans une période très intense. Quand j'habitais à Berlin, je faisais une psychanalyse et c'est vrai que le fait de devoir toujours commencer la thérapie avec comme matière première un rêve, ça faisait que je rêvais d'autant plus. Puis j'ai noté beaucoup mes rêves, je dessinais. Et tous les rêves qui ont été utilisés dans ce livre, il y a eu des animaux. Il y a des animaux qui apparaissaient. Donc c'est ça le point de départ et j'ai encore maintenant et toujours le rapport que j'ai avec l'animalité et les animaux, que ce soit mes animaux de compagnie. Le titre est justement un peu l'oxymorone des animaux de compagnie. Que ce soit mes animaux de compagnie ou les autres, j'ai une espèce de... Comme la phrase de Thoreau qui ouvre le livre. Qui ouvre le livre, mais c'est une espèce de nécessité d'avaler l'animalité, de sortir mon animalité aussi, d'appréhender l'autre en tant qu'animal, qui n'est pas... C'est pas que les animaux, finalement, c'est les autres aussi, les autres humains. Je sais pas très bien m'exprimer là-dessus, parce que c'est un truc très profond et difficile de mettre de mots là-dessus, mais en tout cas, il y avait cette envie de devenir eux, et plus que eux deviennent moi. Et donc, il y a cette confrontation, il y a des dessins inédits où je trouve dans une grotte, dans un terrier, je trouve une renarde en train d'allaiter. Et puis c'est elle qui me regarde, moi, allaiter à l'intérieur du... Tu vois, c'est toujours des vis-à-vis comme ça. Là, il y a une des rares images couleurs. Tu en avais plus dans tes recherches, j'en ai mis une dans un slide après, mais voilà, il y a vraiment plusieurs écritures qui se confondent. C'est pourquoi ce choix de quelques images en couleur ? Ça, c'est vraiment des moments où, quand j'habitais en Ariège, je roulais ma voiture la nuit, j'ai vu justement une renarde avec son bébé, et puis un lièvre aussi traverser ma route, et puis c'est des images qui m'ont impactée, c'est des moments où mes phares éclairent la route, et j'ai voulu aussi, parfois, c'est pareil, c'est une espèce d'envie de saisir ce qu'on a vu, ce qu'on a senti. Et j'ai commencé à le faire en couleur, et quand j'ai parlé à Thierry, l'éditeur m'a dit « Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, mélange ». Et voilà, c'est venu comme ça. Il n'y a pas de raison spécifique, il n'y a pas une réalité différente parce que c'est en couleur, c'est juste une... Voilà. Mais il y a une raison au moins graphique, en tout cas ça amène une lumière particulière à ce passage-là. Ouais. Dans les recherches que tu m'as partagées, il y avait ce blaireau aussi, et on va le voir plus tard dans les milliardismes, mais oui, parce qu'on est passé à la deuxième partie. Vous avez suivi, bien sûr. Un peu vite, voilà. Il y a toute une série comme ça où tu t'amuses de cette vision en vitesse, quoi. Ouais. Et ça, c'est sur des rhodoïdes, non ? De l'acétate. Il y a plusieurs couches. Il y a une couche avec de la craie sur papier, et puis
une couche d'acétate avec de la peinture acrylique par-dessus que j'ai grattée. J'adore les Polke, les peintures de cinéma Polke avec plusieurs couches. Comme ça, c'est un peu une obsession aussi de réussir à faire une image en plusieurs couches. Sur celle-là, je trouve qu'il y a sur plusieurs d'autres couleurs du livre, je trouve qu'il y a une confusion presque entre la photo et le dessin. On se demande si c'est une photo dégradée ou vraiment... Je pars de photos. Je travaille avec des photos. Mais ça se voit. Je ne saurais pas dessiner ça comme ça. Ça aussi, c'est une photo que je me suis faite à moi-même. Je me suis photographié les mains en train de faire ça. On y reviendra, mais c'est souvent aussi quelque chose qui est récurrent dans ton travail, le passage, le trou, on creuse, on gratte, on déchire, on passe à travers. Là, dans ce livre aussi, puisqu'il y a cette recherche de rencontres, et de rencontres de deux points de vue qu'on a bien opposés et qu'on continue d'opposer. Là aussi, quelques images du storyboard. Est-ce qu'il y a une étape intermédiaire entre ces petits timbres et les définitifs, où tu te laisses justement de la surprise? Bon, là, ça c'est pour Notaire sombre avec Rémi. C'est vrai qu'entre ça et le monotype, il y a un crayonné. Parce que à partir du crayonné, on va faire le monotype, quoi. On va repasser par-dessus. Donc en fait, il y a presque 3 étapes finalement. Ouais. Entre ça et le définitif, c'est 3. Mais il y a quand même de la place pour changer des choses et trouver de la surprise. Je sais aussi que le travail d'un livre et surtout d'un travail aussi long que celui de la bande dessinée, quand on a l'impression de faire un livre 3 fois, c'est 3 fois plus pénible. C'est aussi, je pense, un questionnement, surtout quand on a fait plusieurs livres et que ça a pris du temps. Savoir un peu comment s'amuser, en tout cas le plus longtemps possible, même si... parfois on sature un peu l'image, on abuse un peu de... Et on perd beaucoup dans le chemin, Parce que quand je regarde mes crayonnés, je dis, j'aurais bien gardé tout ça, cette force-là, mais... mais tu trouves autre chose aussi dans les définitifs. C'est autre chose qui apparaît, Je l'ai évoqué avec toi déjà, j'avais envie de faire un rapprochement avec un auteur italien qui habite en France, qui publie chez Ici Même, que tu ne connais pas. Non. Mais je trouve que vous partagez... graphiquement, c'est très différent, encore que lui, il a vraiment un travail très pictural de la trame. Et donc Giacomo Nani, dont 2 livres, Tout est vrai et Acte de Dieu, ont aussi comme point de départ cette confrontation entre la vision animale et la vision humaine. Alors là, c'est des corneilles, c'est inspiré d'un film de Hitchcock et surtout en fait des conditions de tournage où apparemment un acteur des oiseaux avait été persécuté par une corneille pendant le tournage. Et donc, je crois que c'est ça. Et donc, il a rebondi sur cette anecdote-là dans ce livre où une corneille va être témoin de la préparation d'un attentat à Paris. Et donc il y a comme ça un changement de point de vue, une prise de hauteur, et c'est aussi quelque chose qu'il a fait dans Acte de Dieu, où on a ce chevreuil. Alors là c'est muet, mais on suppose que c'est lui qui parle, en tout cas dans une partie des pages. Moi j'ai l'impression en tout cas d'une manière différente de voir une même volonté d'abolir les frontières et de flouter un peu ces frontières entre humains et animaux. Et puis j'avais aussi envie de... Ah non, pas du tout. Voilà, rien. Désolée. On va passer à ton troisième livre qui s'appelle Malgré une fin proche. Qui est sorti en 2012. Un peu plus tard. Non, 23. J'ai absolument aucune mémoire des 23. chiffres, donc si 22, je ne regarde pas mes notes, c'est 2022. Ah oui, non, 2022 en fait. Oui, c'est ça qui est très récent. Les animaux, c'est 17 et 22. On va regarder. J'ai un train de retard sur les dates. C'est un livre tout en couleur. Ouais.
dont le titre est assez explicite et il se construit sur des rêves aussi. Oui. Alors si je me trompe pas, il a 5 rêves et un prélude et un prologue. Ouais. Qui finalement c'est le même en fait. C'est comme si un chapitre externe se raconte à moitié au début, la moitié à la fin. Tu le dédicaces à toutes les femmes qui sont atteintes d'un trouble dysphorique menstruel et c'est assez méconnu pour que je trouve important qu'on en parle. Et, voilà. C'est une maladie qui concerne entre 5 et 7% de la population féminine. C'est trouble dysphorique prémenstruel. Et c'est une type de dépression qui dure le cycle lutéal entre le jour de l'ovulation et les règles. Donc 15 jours par mois, on est en dépression. Et c'est très méconnu et donc du coup très mal diagnostiqué ou pas diagnostiqué du tout. Et en tout cas, j'ai ma partie activiste là-dessus parce que j'ai été confrontée à des psychiatres vraiment humiliants et maltraitants et misogynes aussi. Du coup, j'ai envie que ça se parle, qu'on en parle et que ça se sache que c'est une condition difficile. La moitié du temps. Oui, la moitié de mon temps, je suis inopérante. Mais en même temps, c'est aussi un pouvoir. Du coup, comme on parlait hier avec le malaise, c'est aussi un point de départ dans le travail. C'est aussi un compost ou justement parfois de l'eau qui stagne, mais où il y a plein de vie dedans. Et on peut, avec beaucoup de volonté, se forcer à dessiner, même quand on est en dépression. Et il y a des choses qui sortent et qui m'aident aussi à me sentir un peu mieux, en fait. Ça donne du soulagement. Et puis tu étudies aussi pas mal. J'étudie, je finis une formation en thérapie systémique, je suis aussi art thérapeute, donc beaucoup d'années de formation thérapeutique aussi pour aller mieux et pour aider les autres dans leur processus. Mais quand tu dis que tu parviens à dessiner quand même dans ces moments de dépression, tu peux dessiner quoi? Par exemple, par rapport à ce livre, tu peux dessiner des images ou tu peux construire du scénario ou du storyboard, ou c'est plutôt des flashs d'images qui viennent issus des rêves? Ça peut être vraiment rien du tout, genre un gribouillis, ébaucher quelque chose. Peut être... Parfois ça a l'air de rien, mais c'est quand même quelque chose, c'est énorme déjà. Quand on peut rien faire, ça a l'air déjà d'être quelque chose de vivant en tout cas. Et ça aussi, ce livre est fait aussi à partir des rêves aussi, notés dans mes carnets. Et ça parle d'un couple qui déambule dans un monde pré-apocalyptique et qui malgré ça arrive à trouver de la connexion, de la proximité entre eux, de l'amour, de la contemplation et de la transformation. Donc c'est un peu ça ma vie. Oui, il y a des scènes. Alors, je pense qu'il tourne un peu, mais dans le public, mais il y a des scènes de guerre. Il y a une scène d'incendie. Et il y a aussi, comme dans ton premier livre, en fait, des bonds entre des scènes quotidiennes, notamment un repas de famille ou un repas tout court. Je ne sais pas si c'était un repas de famille, en fait. C'est moi qui ai projeté. En tout cas, c'est un repas et un malaise qui est illustré avec une frontière très poreuse entre ces hallucinations et. Quand je suis symptomatique, ça peut émerger à n'importe quel moment et en société, parfois, ça peut être un peu inconfortable de vouloir disparaître tout d'un coup alors que je suis à table avec des copains. Il faut bien trouver. La porte de sortie, là, dans mon rêve, c'était la chatière. C'est un livre en couleur et justement, je trouvais ça assez impressionnant que tu passes du noir et blanc à une couleur traitée comme ça, avec un jeu sur la lumière. Il y a quelque chose de à la fois cauchemardesque et très beau, en fait, dans ta gamme. Donc, il y a toujours à la fois l'horreur et en même temps,
de la beauté dans ces feux. Moi, ça m'a fait penser, mais trop tard pour que je le montre ici, aux scènes de guerre de Vallotton, qui sont aussi magnifiques, d'explosions et très très colorées, un peu dans cette gamme d'ailleurs. Il y a du Nabi aussi là-dedans. Oui. Et je l'ai quand même trouvé assez positif finalement, même si il y a toujours ce couple qui reste uni. Il y a même une scène d'union dans l'eau à la toute fin, même s'il y a cette présence du char au fond de l'eau. Un peu mou, le char est un peu mou. J'avais pas arrivé à faire le canon tout droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. C'était quelque chose qui était important aussi. Pour moi, c'est ramener important, un peu d'amour quoi, dans ces visions tragiques. Il y a de l'espoir, il y a de la lumière dans mes livres. Ouais. Tout à fait. Ouais. Pas que du désespoir. Alors, deuxième rapprochement que je cherchais plus tôt, mais qui arrive là en fait. Maïté. J'ai aussi fait ce rapprochement parce que, alors, elle partage depuis peu ta maison d'édition pour un livre, plutôt une collection d'images, qui est assez drôle, assez triste. Enfin, voilà. Mais moi, c'est à celui-là que je pensais. Alors, je montre aussi son travail parce que c'est la première résidente de Maison Fumetti et je trouvais que c'était un clin d'œil. C'est pas la première. Oh là là, les chiffres, terribles. Bon, une des premières. Merci Tanguy. Peut-être la deuxième alors. Ça passait crème, hein, si tu l'avais pas dit. La quatrième. Mais qui était la première alors? Ah oui, c'est vrai. Ouais, Maïdi, ouais. Et voilà, il y a aussi une construction comme ça, souvent en deux planches, et puis un travail sur les lumières, un travail. Alors c'est Léna la très seule, c'est un livre que tu connaissais pas, mais que je t'ai montré récemment. Je l'ai aperçu, mais je l'ai pas lu encore. Voilà, il y a aussi l'irruption d'hallucinations. En tout cas, on sait jamais exactement ce qui est réel et qu'est-ce qui vient juste de la psyché de l'héroïne. C'est une jeune femme qui retourne dans la maison de sa mère qu'elle doit vider, donc on imagine que la mère est morte. C'est un petit pavillon de campagne sans charme. Ça, je trouve ça assez fort aussi de faire émerger l'horreur d'un pavillon tout récent, des années 90, on va dire, relativement récent. Et voilà, et moi je trouvais qu'il y avait des choses aussi dans le travail de la lumière, dans la compo, dans la narration, qui faisait écho à ton travail, mais à plein d'autres. Et j'y pense aussi parce que tu disais que tu partais beaucoup de photos, même de captures d'écran de film. C'est aussi quelque chose qui est sa méthode à elle compile vraiment énormément d'images. Comment justement, est-ce que tu as un classeur avec plein d'images ou un dossier sur l'ordi? Chaque livre a son dossier, oui. C'est vraiment un gros où je verse là énormément d'images, oui. Et souvent, curieusement, des images qui se ressemblent, ouais. Alors, j'avais envie aussi de parler un peu de tes références cinématographiques, même si tu m'en as donné plein et on n'aurait pas assez de temps pour toutes les citer. Le cinéma, c'est mon métier frustré. Ouais. Mais ça se voit, il y a une construction très cinématographique aussi dans ton travail. Est-ce que tu veux nous parler de ces deux références en particulier, peut-être de Fellini qui vient juste après, pour réduire un peu sur cette partie-là? Bon, Dersu Sala, ça m'a marqué le rapport entre les deux personnages principaux qui, je ne sais pas si vous avez vu. C'est l'humanité qui m'intéresse en fait. C'est le rapport à l'autre, c'est la vérité entre les humains. Oui, il y a une rencontre de deux réalités très différentes. C'est aussi, ça rejoint aussi finalement. C'est la rencontre. D'ailleurs, je crois que dans le cinéma, ce qui m'intéresse le plus, c'est encore une fois le regard et le regard entre les personnages, la connexion à travers le regard. Et c'est quand il n'y a pas ça, je peux pas, je m'accroche pas. Je comprends.
Et les 8 montagnes, c'est encore une histoire d'amitié entre deux hommes. C'est magnifique. Et, la présence de la nature, évidemment, pour moi, c'est aussi indispensable. Je pourrais parler des heures, mais c'est drôle parce que dans les deux cas, c'est des adaptations de livres. Tu dis donc tu ne les as pas lus? Non. Je me demandais en fait s'il y avait un rapport possible d'abord à l'affiliation à un livre qui devient un film, etc. Non. Mais peut-être que ça justement, c'est important dans la construction des films. Peut-être que ça a changé quelque chose aussi, que ça soit une adaptation, même dans leur adaptation. Je sais pas. Je sais pas. Alors on partage un amour pour ce film, Heureux comme Lazaro, qui est un film aussi avec deux parties très distinctes, où il va y avoir un twist. À un moment, la première partie, je ne vais pas vous spoiler, mais la première partie, on ne sait pas très bien dans quelle époque on vit, en fait. Il y a un petit doute là-dessus. Il y a l'esclavage, il y a encore des employés un peu esclavagisés. Oui, en tout cas, il y a des nobles qui sont dans une sorte de manoir, château, et qui exploitent tout un petit village qui vivent dans des conditions vraiment terribles, et complètement isolés du monde. Et il y a ce personnage, Lazaro, qui est très solaire et qui est vraiment une incarnation de la bonté pure et qui est très, qui est très naïf aussi, et qui se fait avoir un peu par les siens comme par les nobles. Et c'est vrai qu'il y a un travail aussi de couleur, de photographie, de rapport à la nature. Et puis, il va y avoir une révélation qui va faire basculer le film dans un environnement plutôt urbain. Mais je ne vous dis pas la suite. Non. Et tous les films de cette réalisatrice-là, ils ont, je trouve qu'ils partagent avec toi un côté très très poétique et très politique. En fait, elle montre, sans souligner, c'est à la fois très esthétisant et en même temps, il y a une vraie prise de position politique et sociale. Tout à fait. Mais j'en dirai pas plus. Alors, on passe à la dernière référence. Il a vraiment fallu faire un choix, mais tu m'as cité La Cité des femmes de Fellini. Et oui, un film des années 80, complètement féministe, fait par un homme, assez inoubliable, époustouflant. Je sais pas, il faut le voir. Faut le voir. Voilà. C'est incontournable. J'espère que vous avez tous noté. Oui. Donc on arrive aux mignardises et je surveille l'heure. Mais donc les mignardises dans l'antipasti, c'est vraiment les à côté, ce qu'on peut difficilement trouver, ou en tout cas, moi j'ai voulu aussi montrer une partie du travail de commande, parce que ça peut faire partie de la réalité d'autrice de BD. C'est quelque chose que tu as complètement arrêté maintenant, mais que tu as fait pendant quelques années. Ouais, quand j'habitais à Marseille, je travaillais pour l'hebdo de Marseille avec Caroline Souris et d'autres illustrateurs, illustratrices. C'était des conditions, très mauvaises conditions de travail, mais on a organisé avec Caroline soit on va sauter l'épisode. Mais en tout cas, oui, j'ai fait la presse pendant quelques années. J'ai arrêté de prospecter parce que j'habitais pas Paris, ni finalement la France, et puis finalement à distance. C'était compliqué sans agent, et voilà. Et il y en a de moins en moins de travail de toute façon en tant qu'illustratrice dans la presse. Ça, c'est le monde de l'éducation. J'ai fait tout un dossier. C'est aussi souvent en presse des conditions... il faut travailler vite, on a parfois quelques heures ou quelques jours pour faire une image, donc on arrête tout, hop, on fait ça. Oui, ça m'allait la vitesse, mais c'est juste le fait de devoir relancer chaque fois les clients et les conditions, les tarifs sont pratiquement les mêmes qu'il y a 25 ans.
aujourd'hui, à peine. Oui, c'est vrai. Oui. Je voulais montrer aussi ces peintures qui peuvent aussi faire penser à certaines images des animaux de distance. Tu me parlais de la technique que tu as utilisée pour faire ça. Je trouvais qu'à la fois elle se devine et en même temps moi je l'aurais pas pu. Je suis une grande fan de Richter évidemment, mais je ne suis pas lui malheureusement, et du coup j'ai adapté ce que je sais faire. Richter Poverta. Non, pardon. Du coup, j'ai essayé de trouver la manière, de rester loin de l'image et proche à la fois, avec des milliers d'impressions de carton ondulé que avec le rouleau, j'ai mis j'ai mis la peinture acrylique dessus. Donc c'est plein de couches. Celle-là, il n'y a pas de photo. J'ai juste fait de mémoire. Mais les autres, oui. Les autres, cette série s'appelle Les paysages indécis. Ces côtés un peu qui viennent jamais se présenter et ils sont quand même là. Mais c'est grand comment demande-t-on dans le public? Genre à 1,70, 1 sur 70, plus ou moins. Il y en a un peu plus grand. Il y en a des... Ouais. Tu les montres en exposition ou à quel endroit Je les ai montrés une fois à la galerie qui m'expose une fois tous les 4 ans, qui s'appelle à Lausanne, qui s'appelle Espace Richter Burgstoff. Et ouais, ça j'adore. J'aime bien faire ça. Et en plus, tu me dis qu'on peut faire ça en sérigraphie, donc. Je pense qu'on peut faire ça en sérigraphie. Une nouvelle porte vient de s'ouvrir. Ouais. Et on en reparlera. Oui. Ça aussi, ça fait partie des paysages indécis, mais ça a été... alors, c'est une résidence d'un week-end. C'est vrai que j'en ai fait une aussi d'un week-end dans les PO, dans les Pyrénées-Orientales, où la proposition, c'est de dessiner d'après nature, donc sur place. Et on est dans un refuge de haute montagne. C'est génial comme proposition. Donc, j'ai fait toute cette série de dessin. Et c'est là où j'ai trouvé la technique de craie grasse sur papier noir. Voilà. C'est une technique que tu utilises pour ton prochain livre. Alors, celui qui va paraître le livre qui septembre. sort en septembre, ouais, voilà. C'est ça. Sauf que c'est pas du monotype. Là, j'ai fait du monotype sur papier noir pour le livre Même de nuit. Mais là, c'est de la craie directe sur du papier noir. Ouais. Et c'est quelque chose, pour revenir à la résidence que tu fais ici à Maison Fumetti. Pour la partie action culturelle, il y a aussi des ateliers que tu proposes là à la prison, à la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon, et tu partages cette technique-là, qui est assez magique, parce que ça permet aussi de décomplexer tous les non-dessinatrices, en l'occurrence non-dessinateurs, et en même temps d'avoir un résultat très vite à partir de photos, avec cette technique de report, avec les craies grasses. Oui, ils sont contents, ils aiment bien. Alors celui-là, je voulais le montrer parce que c'était aussi assez significatif de son travail. C'est un livre, un beau livre, enfin un livre auto-édité en tout cas, avec une artiste catalane, Mercè Soler, Merci de le prononcer. qui est à la fois plutôt artiste qu'écrivaine, mais elle avait fait des petits récits comme ça autour des trous. Et moi, comme j'avais plein d'images autour des trous aussi, c'est aussi une obsession. Mais on a fait un livre ensemble, et moi, c'est un livre qui se ouvre des deux côtés. Donc on peut à la fois choisir commencer par le texte ou par les images. Et j'ai choisi de faire des vis-à-vis. Donc l'image d'avant est dans le vis-à-vis, donc là, une tranche de pain vide, et la suivante avec les astronautes qui grimpent. Voilà, et tout est construit sur le même principe, oui. De deux images qui se suivent. Oui. Donc c'est un livre qui n'est pas disponible. Il est chez moi, mais il faut que le réédite parce que j'ai pas été au bon à tirer. Du coup, j'aime pas trop la qualité de l'impression. J'aurais dû être vigilante à ce moment-là, mais voilà. Et je l'aime beaucoup, ce livre, mais on va rééditer en de meilleures conditions. Je suis passée un peu vite parce que je vois le temps filer. Ouais. Donc cette dernière partie, elle concerne le futur.
Alors peut-être, on va commencer par un futur qui est déjà du passé pour toi, mais qui va quand même être notre futur, puisqu'en septembre, ton dernier livre paraît chez Frémoc. Même de nuit. Même de nuit. Le titre vient d'un poème de Jean de la Croix. Le deuxième. Ouais, Jean de la Croix est toujours présent, comme je disais hier. Le poète mystique du XVIe siècle espagnol, un peu le représentant de la lyrique érotique du XVIe siècle espagnol. Qu'on a tous lu ici dans cette salle, je pense. Enfin, voilà. Et Même de nuit est une traduction de Aunque es de noche, qui est un de ses poèmes, même si c'est de la nuit ou même la de nuit. Et voilà. Et ça se passe donc de nuit, puisque le papier est noir, et parce que ça a à voir aussi avec le monde des rêves, et c'est parce que c'est aussi un livre introspectif, mais où il y a aussi de la lumière qui émerge dans l'histoire globale et aussi dans chaque chapitre. Il y a comme une résolution, à chaque fois ça s'articule autour d'une angoisse ou d'une tension, d'un échec, d'un désastre, que ça soit un tremblement de terre ou un échec, mais il y a toujours une réjouissement, une résolution, ouais. Une raison de se réjouir à la fin. Ouais. Un espace pour respirer. C'est le premier livre, à notre connaissance, que tu fais où du texte va apparaître, au-delà de quelques mots, des fois disposés dans les dessins. Là, c'est la nouveauté, se confronter au texte. Il fallait tout ce temps-là. Ouais. Pour me permettre d'utiliser le français, de me l'approprier et de me sentir un peu avec la permission de le faire, quoi. J'ai attendu des années pour faire ça, et bon, grâce à toi aussi, je me suis permise de le faire. Tu m'as corrigé, tu m'as accompagné dans ce processus-là, Mon fantasme de professeur. Non, pas du tout. Non. Il y a quelque chose aussi là en tout cas, moi, cette image-là, elle m'évoque aussi la tentation de s'appuyer sur des concepts mathématiques, ou en tout cas des manières de ranger le monde, de le comprendre, des mystiques et mathématiques. Et est-ce que bon, tu m'as donné une planche assez énigmatique pour ton prochain livre, celui que tu as commencé, que tu commences ici. Oui. Cette planche-là, est-ce que tu peux nous en dire plus? Justement, elle est assez mystérieuse. Il y a presque des symboles de maçonnerie. Je ne sais pas, ça m'évoque plein de choses. En fait, c'est une vision que j'ai eue. C'est juste des pierres précieuses. C'est ça, c'est juste des... Je me nourris beaucoup de mes épiphanies, je veux dire, que ce soit les nocturnes ou les diurnes, mais j'ai eu une vision dans une retraite que j'ai faite, où j'étais dans un temazcal, et on était nus, et j'étais recouverte de pierres précieuses. Et du coup, j'ai dit, waouh, il faut vraiment à tout prix que je récupère ça. Et donc le Kursk, donc ce chapitre est inspiré d'un événement très très traumatique, très traumatisant pour beaucoup parmi nous. 96 sous-marins russes. Il est en panne, et le gouvernement russe n'a pas voulu recevoir l'aide internationale pour la rescousse de ces soldats. Et du coup, ils sont morts comme ça à l'intérieur, lentement. Et du coup, j'ai fait en hommage à eux ce dernier chapitre qui ferme le livre, où au moment où ils prennent conscience du fait qu'il n'y aura pas de secours, il y a une transformation. Je ne vais pas tout vous dire, mais il y a ces pierres précieuses qui commencent à apparaître flottantes dans l'air, et puis c'est la fête. Donc de la lumière quand même dans un événement horrible. Ouais. Il y a aussi... il y a du Sofical là-dedans. Il y a du Sofical. J'avoue. Dans cette série Les Dormeurs, que je ne connaissais pas. Ouais.
Mais c'est vrai que c'est une figure qu'on retrouve autant dans Malgré une fin proche que dans... Oui, mais c'est bien. Oui, je découvre avec toi. Il y a aussi là on voit bien aussi qu'elle s'amuse avec ses drapés, quoi, qui pourraient devenir des paysages, et à capturer de quelque chose de très, très intime. Toi, c'est son travail là, dans son ensemble, te nourrit, ou plutôt cette série en particulier? C'est parce que comme c'était aussi en partie c'est des rêves, le dernier livre, même de nuit, c'est aussi fait à partir de rêves. Je cherchais des dormeurs et j'ai cherché des photos des dormeurs et c'est les premiers qui sont sortis. Et comme c'est parfaitement cadré, parfaitement équilibré et très belle, je ne pouvais pas aller chercher ailleurs. Et voilà. Mais tu connaissais pas la série avant, quoi? Si, je connaissais. Oui, c'est vrai. Donc en septembre. En septembre. Est-ce que tu assistes à l'impression de tes livres? Parce que c'est aussi... Moi, je m'interroge sur la prouesse technique. Là, sur le noir, il va falloir un peu de boulot. Ouais. Ah oui, c'est vrai que on est un peu là au moment de la photogravure, là, en ce moment. Donc, je ne sais pas très bien. C'est un peu délicat. Mais non, j'ai été une fois au Bon à Tirer. Mais bon, je fais confiance à Thierry. Je pense qu'il sait faire. Ouais. Donc tu l'as pas encore entre les mains? Non, parce qu'il va seulement aller à l'impression début du mois de juillet. Oui, tu es arrivé en résidence, tu étais en plein dans justement ce bouclage de livres, qui est toujours une période super confortable. Joyeuse, pas stressante, super, quoi. Ouais, surtout envie de la coucher, quoi. Et ça reste collé. Encore la placenta qui traîne là. Ouais. Et donc alors, ça nous amène donc sur le prochain livre. Ouais, bon, je sais pas si c'est le titre, mais pourquoi pas, ça pourrait s'appeler Nos plongées, mais ça va parler de mon rapport à ma mère, de son rapport à sa mère, et de toute la lignée de maladies mentales qui nous unit, mais aussi de la lumière, et encore une fois, aussi beaucoup de joie et beaucoup d'un rapport au monde dans la assombro, c'est quoi la assombro en français, je crois. Dans la pénombre? Non, au contraire, c'est assombrarse, c'est ce... On a tous les deux fait allemand première langue. Non, pas du tout, j'ai fait espagnol. Le fait de s'émerveiller, voilà, l'émerveillement de la vie. Ouais. Ah, c'est drôle comme sonorité, du coup. Assombro, c'est comme le contraire de sombre, en fait. Ouais. Et t'en es où justement à ce... je suis pendant l'écriture, là tu as quelques images qui sont... Alors celle-là est très énigmatique, mais tu me l'as donnée, donc je l'ai. En fait, ma mère, quand je suis née, elle finissait ses études de psychologie. Elle est devenue psychologue pour enfants, donc j'ai été sa Kobe pendant des années. Et elle me faisait faire ces tests. Donc en fait, c'est gribouillis, là, c'est moi, enfant. Je signalais là où il fallait pas. Elle me mesurait, fait le QI et tout ça. D'accord. Et c'est des documents que tu vas montrer dans le livre? Ouais. Je vais à fond récupérer ça. Ouais. Et voilà, en fait, ce titre provisoire qui a servi aussi à présenter le projet à Maison Fumetti quand tu as présenté cette résidence, il me semble qu'elle est, c'est en tout cas c'est le titre de l'atelier que tu proposes. Il fait écho à ce qu'on devine dans cette première photo, à la passion pour la plongée de ta mère. Ma mère était sous-mariniste dans un club et je l'accompagnais tout le temps. Et donc, voilà, je pense que la métaphore, là, dans cette page, ça va être juste que ces plongées n'étaient pas les mêmes que les miennes, quoi. Moi, je n'ai pas fait ça, mais je fais d'autres plongées. Et j'aime l'idée de Camille Kushner qui dit que quand elle écrit son livre, je ne me rappelle plus du titre, mais La Familia Grande. La Familia Grande, ouais. Quand elle dit que même si sa mère n'a pas été capable de dire les faits horribles, elle est quand même dans sa plume, elle est quand même dans son écriture, et c'est un peu ça en fait. L'idée dans ce livre, c'est que je veux quelque part
dire tout ce qui s'est passé, mais aussi c'est un hommage à tout ce qu'elle m'a donné aussi. Là. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle et grâce à la folie qui nous unit, et la grand-mère complètement, qu'on l'appelait monstre d'ailleurs, la grand-mère. Donc, voilà. Elle t'a donné les moyens de témoigner. Elle t'a peut-être pas protégée, mais elle t'a donné les moyens de raconter les choses. Ouais. Et maintenant qu'elle est Alzheimer, et c'est marrant parce qu'elle reste un peu en boucle sur des phrases comme ça. Elle dit « Ah, mais si tu es là, c'est parce que tu le mérites bien. Ah, si tu es là, c'est parce que tu le mérites bien. Ah, si tu es là. » C'est un mantra, génial, en fait. Ouais. C'est génial, je l'adore. Donc c'est beau tout ce qui se passe. Tout a un sens et tout est là pour quelque chose. Et cette image-là, par exemple, que tu veux faire figurer dans le livre, qui est aussi une image de grotte. Ouais, c'est comme j'aime bien jouer beaucoup à la pseudo-science, me prendre pour une scientifique de pacotille. Et du coup, je vais faire un peu une histoire de l'origine du mal, mais à ma guise. Évidemment que ça commence pas là, le mal, 300 000 ans après, à Valence. 300 000 ans avant Jésus-Christ à Valence, mais j'aime bien comme point d'ancrage de commencer une histoire comme ça. Et voir ce qui se passe. De toute façon, toute histoire est une histoire à un point de vue qu'on remet en question éternellement, en fait. Ouais. Et surtout quand c'est aussi ancien, il y a de toute façon des manques tellement énormes à combler que c'est jamais qu'un point de vue situé. Oui, tout à fait. Donc on verra. Très bien. Et donc ça, tu n'as pas forcément de date de sortie, tu en es vraiment au début? Oui, c'est tout que le début, C'est vraiment... Très bien. Ni même sur la technique que tu penses utiliser? Je crois que je vais revenir au crayon, mais il y aura aussi de la couleur, et je crois que je vais mettre des photos telles quelles aussi, parce qu'il y aura ma famille, je vais jouer avec les photos, et je crois que je ne vais pas tout dessiner. Et du texte? Et du texte, oui. Comme ça, juste une phrase. Par page ou par image, très peu. Il y a un peu de contexte historique parce que ma mère est née quelques mois avant le début de la guerre, en 1935. Donc, il y aura... Valence a été le lieu où le siège de la République a déménagé pour se protéger, parce qu'il commençait à bombarder Madrid. Donc, c'est un moment très fort où elle naît, au niveau de l'histoire de Valence. Donc, voilà. Je vais voir comment je fais ça. Mais ça ne sera pas une bande dessinée documentaire. Non, me connaissant, non. Ce serait drôle. Ouais. Je pense qu'on peut clore cette rencontre sur cette image-là. On avait une petite mignardise, ceci dit, qu'on pourra écouter pour tout à fait terminer. Tu as fait un peu de musique avec un groupe qui s'appelle Juniper Boots, et on écoutera quelques notes tout à l'heure pour terminer. Okay. Peut-être tu peux en dire un truc de cette pratique musicale? J'étais claviériste intuitive dans un groupe de rock. C'est mieux que fakir autodidacte. En fait, j'ai fait 2 ans de piano, mais bon, ça n'a pas servi. Si, ça a servi. Et j'avais un piano à la maison, donc j'ai beaucoup chipoté, on va dire ça. J'ai continué à chipoter dans le groupe, mais il fallait structurer un peu plus dans le groupe et répéter la même chose, ce qui m'a coûté. Mais ça reste toujours quelque chose à laquelle je tiens, les quelques morceaux là. Des 2 EP, on a sorti 2 EP dans le label de Deus, donc Bank Records en Belgique. Et ces 2 années que mes souvenirs de ces 2 années de rockeuse, je me rappelle avec beaucoup de tendresse. Et je crois que tu aimes bien chipoter la contrebasse de temps en temps. Ouais. La mélodica, Et je chante un petit peu. Peut-être qu'on verra ça d'ici la fin de ta résidence. On verra. Ouais. Super. Ouais. Vous aviez peut-être des envies de interaction, réaction, questions? Vous êtes cuits, peut-être. C'était long, aujourd'hui. C'était très long. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de votre écoute.